Depuis bien longtemps, nous attendions de pouvoir voyager ensemble, entre amis. Il y a tout juste un an, début août 2018, nous étions très impatients de voir enfin arriver notre premier grand voyage. Départ donc depuis l'aéroport de Barcelone, vol low cost oblige, vers les States et la Californie, plus précisément à San Francisco. Enfin, Auckland, vol low cost quoi. Bon, on n'a pas compris grand chose dans l'aéroport. Y pase por aquí, señor. Voilà qui, je pense que ça veut dire passe par là. Mais on s'en est sorti quand même. Apparemment, Hugo m'avait caché des choses sur de précédentes activités douteuses. Donc ils n'ont pas voulu le laisser passer. Et comme je suis un bon ami, je l'ai laissé et je suis parti. Après tout, un voyage tout seul, c'est sympa, et puis au moins, on est tranquille. Donc je suis parti m'installer. 2 sièges pour moi tout seul, mieux qu'en business. Évidemment, on n'oublie pas de lire les consignes de sécurité. Non, pas celle-ci. Voilà. Et on se détend. Blague mise à part, après avoir un peu attendu, Hugo a fini par me rejoindre. Mais j'ai gardé le hublot. Comme tout bon vol low cost qui se respecte, on a eu du retard. Avant même de partir d'ailleurs. Mais on l'a pris avec le sourire et on a utilisé les divertissements à bord pour faire passer le temps. Ou du moins, on a essayé. Puis s'est engagé le long vol de 13 heures. D'ailleurs, avant d'arriver à San Francisco, et si on faisait un peu d'histoire ? Située sur la côte ouest des actuels États-Unis d'Amérique, la ville de San Francisco, bien qu'auparavant peuplée d'Amérindiens, prend ses origines en 1775, quand des navigateurs espagnols entrent pour la première fois dans la baie. Les premières habitations apparaissent en 1836 et naît alors sur les bords de la baie un village appelé Yerba Buena. Ce n'est néanmoins qu'en 1848 que la ville est reprise par les Américains et alors baptisée San Francisco. À cette même période, donc dans les années 1848-49, la ville subit un essor considérable en raison de la ruée vers l'or. En 3 ans, la population est ainsi multipliée par 50, passant d'à peine 500 habitants à plus de 25 000, et ce ne sera que le début. Un Allemand profite d'ailleurs de cette explosion démographique pour créer un pantalon, un jean même, à destination des chercheurs du minerai jaune, un certain Lévi-Strauss. Les émigrants, attirés par cette quête d'or, arrivent donc par milliers via l'ouverture que forme la baie de San Francisco, appelée la Porte Dorée, soit The Golden Gate. Cette ouverture devient d'ailleurs une contrainte grandissante pour la circulation des populations qui s'amoncellent sur le littoral. Au début des années 20, l'ingénieur Joseph Strauss, qui n'a rien à voir avec le Strauss des pantalons, nourrit alors l'ambition de construire un pont avec le slogan « Bridge the Gate ». Il dirige ensuite la conception de ce qui deviendra, au milieu des années 30, le fameux Golden Gate Bridge. Finalement, San Francisco et ses alentours n'ont cessé de se développer depuis. La deuxième moitié du XXe siècle a vu l'avènement des nouvelles technologies et la naissance de la Silicon Valley, où résident aujourd'hui presque tous les géants mondiaux d'Internet et de la technologie. Ça y est, on arrive enfin. Ah, San Francisco. Ville résolument moderne et humaine, dans laquelle on sent rapidement un air de bon vivre. Mais ce dont on se rend le plus vite compte ici, c'est la météo.
De type méditerranéen frais, le climat est assez variable. Le premier jour, un magnifique soleil nous a accueillis, histoire de bien cuire et prendre nos premiers coups de soleil, mais très vite, on a eu le droit à la grisaille humide. Et là, on passe de 24-25 degrés à 12. Ça peut surprendre. T'as froid? Pourquoi t'as froid? Parce qu'il fait pas chaud. Il fait chaud à San Francisco? Si jamais vous venez à San Francisco, prenez de quoi vous couvrir. Surtout en été, prenez pantalon, ce genre de truc, c'est plutôt utile. Genre faites pas du short t-shirt, ça peut être bonne idée. Merci pour cette interview très intéressante. Et à San Francisco, il est assez rare que le vent ne s'invite pas à la fête. Faut mettre la casquette, parce que la casquette c'est génial quand il y a du vent sur ça. Ça évite d'avoir la poussière qui part dans la gueule. Hugo et moi voulons avoir une approche authentique du voyage, raison pour laquelle nous avons logé chez un local et non en hôtel ou en Airbnb. Et il s'avère que notre hôte organisait tous les samedis une balade à vélo pour découvrir la ville, ses quartiers et bonnes adresses. D'ailleurs, pour vous déplacer dans la ville, pensez aux vélos électriques Jump Bikes. Ce sont des vélos électriques orange en libre service qui sont extrêmement abordables, à peu près 5 à 6 $ l'heure, et qui vous aideront précieusement à franchir les reliefs de la ville. Peter Sagan qui passe la 8ème électrique et qui est pas de la ligne. Allez, c'est parti, en selle. La ville comporte de nombreux quartiers, dont les principaux sont Downtown Union Square, où vous trouverez donc le célèbre parc Union Square, ainsi que de nombreuses boutiques. Il y a par exemple Macy's et une partie de Market Street, les lieux de rendez-vous des acheteurs. Financial District, quartier d'affaires de San Francisco, reconnaissable à ses gratte-ciel. Chinatown, qui est l'un des plus vieux quartiers chinois des États-Unis, notamment par la proximité de la ville avec le continent asiatique. Russian Hill, Nob Hill et Pacific Heights, quartiers résidentiels et leurs maisons victoriennes. On se rapproche doucement du bord de mer et l'on finit par arriver à Fisherman's Wharf, le quartier du port de pêche où se trouve le très connu quai 39, ses restaurants de poissons, son aquarium un peu pourri malgré quelques espèces originales, et son terminus du cable car, le tramway de la ville, à bord duquel il faudra être patient pour avoir une place. Marina est un autre quartier du bord de mer où se trouve une bonne partie de Chestnut Street, où vous ne manquerez pas de prendre un burger chez Super Duper. Petit conseil, prenez les frites sans ail et essuyez-vous la bouche. Il y a aussi de jolis points de vue sur la baie, des parcs, des barres de traction pour faire les mecs, et enfin, The Palace of Fine Arts, un chouette endroit où sont, entre autres, établis les studios de Star Wars. Un des endroits emblématiques de San Francisco est Castro, le quartier LGBT de la ville, très coloré et où se trouve une grande partie de la communauté à l'arc-en-ciel. Enfin, Mission est le quartier le plus ancien de la ville, aménagé par les Espagnols à leur arrivée, d'où la forte présence de la communauté hispanique. C'est d'ailleurs ici que se trouvent les meilleurs burritos de la ville, que vous ne manquerez pas de manger à Mission Dolores Park, avec une vue incroyable. En bref, on voit très rapidement à quel point San Francisco est une ville pluriculturelle et hétéroclite. Et ce n'est pourtant que le début de la découverte des multiples facettes de ce lieu. Tous ces quartiers constituent San Francisco, mais la ville elle-même fait partie d'une entité plus grande à laquelle elle a donné impulsion, la Silicon Valley. Son accès est aisé via le train et les bus, et à l'ère du numérique, il est presque impossible de laisser cette visite de côté. N'est-ce pas ? Mountain View en est l'une des villes phares, car c'est notamment ici que s'est implanté Google, qui a littéralement plus de la moitié de la ville. Ce bâtiment, c'est Google. Celui-ci aussi, Google, et encore Google. Et il y a même une Google Avenue. Vous pourriez aussi y visiter le Computer History Museum, ouvert tous les jours, sauf le lundi, et il paraît qu'il est génial. Il paraît car, évidemment, on y est allé un lundi, et c'est pour ça qu'on n'a qu'un plan qui tourne en boucle.
Après Google, il y a évidemment Apple, occupant la ville de Cupertino qu'elle a beaucoup enrichi. Son nouveau campus, l'Apple Park, possède un centre pour les visiteurs qui est un chef-d'œuvre d'architecture. Constatez par vous-même. Vous trouverez ainsi, dans cette vallée du silicium, beaucoup de compagnies différentes, y compris Tesla et la NASA, mais également la célèbre université de Stanford. S'aventurer dans la Silicon Valley permet ainsi de s'éloigner un peu du mastodonte San Francisco et de comprendre comment est la vie autour de cette énorme technopole. Un incontournable de San Francisco, c'est évidemment le Golden Gate Bridge. Construit en seulement 4 ans, de 1933 à 1937, le pont rouge permettant de relier les deux rives de la baie est sans l'ombre d'un doute le symbole de la ville. Évidemment, le pont permet aux véhicules de circuler, et il faut d'ailleurs s'enregistrer sur internet pour y passer, sous peine de payer une amende lors du passage au péage. Mais c'est aussi une énorme attraction touristique, que ce soit dessous, en bateau, dessus, à pied ou en vélo, on ne peut pas passer à San Francisco sans aller voir le pont, et sans l'immortaliser. La traversée fait plus de 2,5 km. Dites-vous donc qu'à pied, cela prendra, au bas mot, une bonne demi-heure. Raison pour laquelle nous avons à nouveau enfourché nos jump bikes. Et une fois de plus, le vent frais et fort nous a accompagnés. C'était assez cool à l'aller, avec le vent dans le dos, beaucoup moins au retour. À Battery Lancaster, qui se situe à l'extrémité du pont côté San Francisco, une exposition permanente retrace les étapes et challenges de la construction. De l'autre côté se trouve Marine Headlands, une péninsule montagneuse qui donne directement sur l'océan Pacifique et où la vue sur le Golden Gate Bridge et la baie est imprenable, pour peu que le ciel soit dégagé. La traversée du Golden Gate Bridge est vraiment l'une des choses qu'on a préférées durant le séjour, à la fois car on embrasse un symbole de la Californie et des États-Unis, mais aussi car c'était un grand moment de liberté. Cette impressionnante œuvre d'architecture s'offre à vous dans toute sa grandeur et l'effet waouh ne fait que s'accentuer à mesure qu'on avance sur la structure. Devant, les montagnes, derrière, la ville. Au-dessus, les colonnes et câbles qui nous rapetissent, en dessous, le vide, et finalement, l'océan et l'horizon. Le mythe rouge inspire l'admiration lorsqu'on l'aperçoit, l'humilité lorsqu'on le franchit. Et bien évidemment, vous ne manquerez pas l'occasion, sur le chemin du retour, après cette activité mémorable, de vous arrêter au bord de l'eau pour contempler le soleil se couchant dans l'encablure de la baie. Si vous êtes amateur de belles vues et de grands espaces, vous ne manquerez pas non plus de gravir Twin Peaks, les deux collines jumelles qui surplombent la ville. San Francisco est très vallonné et on ne fait que monter et descendre lorsqu'on s'y balade. Monter en haut de Twin Peaks ne déroge pas à la règle, et y aller en vélo ou en transport en commun, c'est un peu de la triche. On a choisi la marche. On vient de monter tout ça. Et on doit encore monter ça. C'est cette ville. Prenez le bus. Comme le réconfort suit toujours l'effort, une fois arrivé en haut, la vue est saisissante. Et l'on distingue clairement les différents axes et quartiers de la ville. Il n'y a alors plus qu'à profiter de la perspective qui s'offre à vous.
Autre activité que nous avons particulièrement appréciée, la visite du Walt Disney Family Museum. Comme son nom semble l'indiquer, on y découvre l'histoire de Walter Elias Disney, plus connu sous le nom de Walt Disney, homme passionnément désireux de faire sourire et de rendre les autres heureux. Sans vous spoiler, le musée retrace l'histoire de ce visionnaire au grand cœur, de son enfance jusqu'à l'aventure Disneyland, en passant par l'avènement des films d'animation et dessins animés. Non seulement le récit de la vie de Walt est impressionnant et envoûtant, mais le musée en lui-même l'est tout autant. Les espaces sont beaux, colorés et parfois grandioses. Quand bien même on n'est pas intéressé par l'univers Disney, le musée sait nous toucher, par sa splendeur, mais surtout par le fait qu'on s'y retrouve forcément d'une manière ou d'une autre. En bref, c'est un incontournable. Évidemment, on pourrait citer encore un grand nombre de choses à voir à San Francisco, comme la California Academy of Science, la prison d'Alcatraz, ou le musée d'art moderne. Mais ce qu'il faut surtout faire à San Francisco, c'est ressentir la ville. Ressentir l'atmosphère qui y règne, l'odeur de bon vivre qui plane, la quiétude globale de la ville, bien loin de l'agitation permanente de New York, par exemple. Comme le reflète Castro, son quartier LGBT, San Francisco est une ville où la tolérance est ambiante. La jeunesse de cette ville, vieille de même pas 300 ans, transmet un sentiment de fraîcheur sur l'humanité et de nouveauté sur les liens qui unissent les individus. Ce n'est seulement en respirant l'air de cette ville que l'on comprend pourquoi des mouvements tels que le Flower Power ou les Black Panthers y ont pris racine. Assurément, comme dans les villes de tous horizons, il y a des quartiers où il fait meilleur vivre que dans d'autres. Mais dans sa globalité, San Francisco véhicule à elle seule les valeurs de tolérance et d'espoir au cœur de l'éthique des États-Unis et de l'American Dream. Un an après, le souvenir de ce voyage et de l'atmosphère de cette ville est encore frais et vivace dans nos mémoires, sans doute car San Francisco fait partie de ces endroits qui vous marquent par ce qu'il dégage. Alors, dans le tumulte du voyage, l'excitation de la découverte et l'envie de visiter et faire toujours plus de choses au milieu d'un des endroits les plus dynamiques de la Californie et des États-Unis, pensez à lever le pied et la tête, à flâner, à observer, à comprendre cette atmosphère singulière. Pensez à vivre, un peu, comme un San Franciscain, à traîner sur Market Street, tout comme dans Mission, et pensez, enfin, à écouter cette ville, dont l'essence même rappelle que le voyage est au cœur de l'ouverture d'esprit et que, bien loin de l'obscurantisme, le mélange des cultures conduit à une vie plus ouverte et plus tolérante.